Bienvenue dans ce nouveau numéro de Coup de pouce pour la planète. Bienvenue dans l'émission de TV5 Monde entièrement consacrée au développement durable et à ceux qui s'engagent pour la sauvegarde de la planète. Coup de gueule, coup de cœur, éco-gestes, vous allez retrouver toutes vos rubriques. Alors pour vous mettre l'eau à la bouche, tout de suite, le sommaire de l'émission. Suzanne et Gilbert vivent près d'une décharge. Pour ces retraités français, le soleil est un supplice, les coups de vent une horreur. Alors, Suzanne et Gilbert sont devenus nez de poubelle. Il y en a marre, mais alors vraiment marre de toute cette pub qui déborde de nos boîtes aux lettres. Séquence éco-geste, comment entretenir nos meubles en respectant la planète. Enfin, troisième épisode de l'aventure suisse Solar Impulse, ou comment s'organisent les préparatifs d'un tour du monde écolo. Et cette semaine, l'invité de Coup de pouce pour la planète s'appelle Colline Serrault. Vous avez fait l'école du cirque, vous avez fait le conservatoire de musique, un passage à la Comédie Française. Vous êtes une artiste complète. Bonjour, Colline Serrault. Vous êtes aujourd'hui actrice, réalisatrice, scénariste. Dans votre filmographie, La Crise, Romuald et Juliette, 3 hommes et un couffin. Alors ça, c'est un succès qu'on ne présente plus de 12 millions d'entrées. Il y a même eu un remake à Hollywood. Et vous revenez avec un documentaire engagé, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça s'appelle Solutions locales pour un désordre global. Alors on va y revenir sur votre film, mais je vous propose de commenter l'image de la semaine. Et l'image de la semaine, c'est celle d'un nuage. Et quel nuage? Le nuage de cendres du volcan islandais qui a semé la panique dans les espaces aériens européens. Un nuage empêcheur de voler en rond, puisqu'il a cloué au sol des milliers d'avions, des appareils condamnés à rester sur les paddocks. Mais cette image pourrait également s'intituler « Un mal pour un bien », car d'après le magazine Times, la paralysie du trafic aérien a permis d'économiser 1 300 000 tonnes de CO2 en 4 jours seulement. Pour bien vous rendre compte, c'est l'équivalent des émissions de près de 50 pays en voie de développement en une seule année. Alors bien entendu, pas sûr que l'argument soit entendu par les millions de passagers qui ont été affectés par ce nuage islandais. Colline Serrault, vous faites partie de ceux qui ont dû annuler un voyage? Non, mais dans ma famille, oui. Moi, je ne voyageais pas à ce moment-là, bon, mais oui. Votre actualité, je le disais, c'est Solutions locales pour un désordre global. Je le disais aussi, c'est un film documentaire engagé. On va regarder la bande-annonce et on en parle juste après. Qu'est-ce que c'est que la Première Guerre mondiale, en fait? C'est l'éradication de la paysannerie qui se fait massacrer au front. The pesticides came out of the war, the fertilizers came out of the war. L'invention des gaz moutardes qui va donner tous les insecticides. Green Revolution has received a Nobel Prize for Peace. Et la Révolution verte, elle était verte par la couleur du dollar. It's called the Green Revolution as an alternative to the Red Revolution which is spreading from China. On voyait des trucs complètement fous, quoi. Des gars qui fabriquaient des tomates carrées pour mieux les ranger dans des caisses. Comme ces crevettes danoises qui vont se faire nettoyer au Maroc pour revenir au Danemark. Ils ont essayé de faire des œufs carrés, ils n'y sont pas arrivés. Bientôt, quand on se met à table, il faudra, plutôt que de se souhaiter bon appétit, il faudra se souhaiter bonne chance. Donc voilà, le film est en salle depuis quelques jours en France. Et la personne qui vient de parler, c'est Pierre Rabhi, un des pionniers de l'agriculture écologique, un homme qui dénonce le productivisme qui aliène l'individu. C'est le sens global de votre film? C'est pas tellement l'individu, c'est-à-dire que là, ça a juste détruit la petite paysannerie, ça a ruiné le tiers-monde, affamé des milliards, des millions de gens. Enfin, ça fait 1 milliard maintenant de gens qui sont affamés. C'est la monoculture et surtout, ça a tué la terre. La terre n'a plus de faune dedans, elle est morte. Elle ne peut donner que parce qu'on met du pétrole et des pesticides dedans. Non, alors c'est ce que disent les... Ça aliène pas l'homme, ça tout appauvrit, ça tue, quoi. Donc c'est ce que disent effectivement le couple bourguignon, ce couple d'agrochimistes, qui nous montre comment effectivement la terre peut vivre, mais est-ce qu'on peut la faire revivre? Eux disent que oui, que c'est possible. Oui, bien sûr. Il y a plein de techniques de réparation. Il faudra quand même s'y mettre à un moment, assez vite même. Parce que il y a urgence donc. Un petit peu, parce qu'il va y avoir aussi un problème alimentaire si on continue comme ça. Comme il y aura de moins en moins de pétrole et qu'on ne peut rien faire pousser sans pétrole sur nos terres,
à un moment, il faudra quand même les réparer. Mais on peut les réparer. On peut les réparer en mettant de la biomasse, en les cultivant sans pesticides, en remettant s'il est très très abîmé, on peut mettre du bois ramé à le fragmenter. Il y a plein de techniques. Il y a remettre du fumier, il y a plein de techniques. Hein. Et puis d'ailleurs, en fait, si vous êtes, vous et moi, si on est vivant maintenant, c'est parce que les paysans, depuis des millénaires, ont appris, cultivé, fait ces techniques. C'est ça qui nous a amenés jusqu'ici. C'est ces techniques de pérennité du sol, de la terre et de la nourriture pour les humains, en Afrique, en France, partout. Et si ça, on l'enlève, je veux dire que si on ne prend que les fruits sans soigner la terre pour les générations futures, on va être mal, c'est tout. Alors, 1 an de tournage, 2 ans de montage, 170 heures de rush, 3 continents visités, ça donne un peu le vertige tout ça. Mais au final, c'est pour s'adresser à qui? Au public. Mais à qui voulez-vous que ça s'adresse? Mais à un public à tous les publics. À tous les publics. Bah, tout le monde mange. Effectivement. Bon, tout le monde mange 3 fois par jour. Donc tout le monde est très concerné par la nourriture, la terre, la semence. C'est universel, ça. Donc c'est une façon aussi de dire, et c'est le message qui est en filigrane dans tout le film, que le consommateur, au final, a le pouvoir. Oui, d'abord, il a des droits. Il n'a pas seulement le pouvoir, il a des droits, parce que c'est ses subventions, c'est son argent, c'est l'argent de ses impôts qui est employé pour subventionner une agriculture qui le rend malade, qui rend malade l'agriculteur et qui tue les sols. Donc il a peut-être le droit de dire maintenant ça va, mes enfants j'aimerais bien qu'ils ne mangent pas des pesticides, mes enfants j'aimerais bien qu'ils mangent bio. C'est leur droit, ça. Ils ont d'abord un droit que leur argent soit utilisé pour eux, quoi. En gros, c'est pas mal ça quand même, comme droit. Et si on vous proposait de devenir né de poubelle? Seule condition, il faut habiter près d'une décharge. C'est déjà moins engageant, vous êtes d'accord? C'est pourtant le cas de ce couple de Français, 4 décennies qu'ils habitent près d'une immense décharge à ciel ouvert. Alors pour que leur calvaire soit plus acceptable, on leur a proposé de devenir de véritables sentinelles à odeur. C'est un sujet signé Ziane Marot pour le magazine Nouveau de la TSR. Regardez. Il y en a qui disent que ça sent pas fort, mais moi je dis que ça sent très fort. Non, mais là ça commence déjà à stinker, il va falloir que je ferme les fenêtres. Ils vivent dans cette puanteur depuis 40 ans. Nous sommes à Hesse, en Lorraine. Sur la terrasse, à l'arrière de la maison, c'est encore pire. La décharge est juste à côté. Mais c'est tout près. Mais pas 500 mètres là. Juste au-dessus des piquets. Mais depuis peu, les voisins jouent les vigiles. Ils doivent alerter la décharge à chaque mauvaise odeur. Et pour décrire ces délicats parfums, Suzanne n'a pas son pareil. Un vrai goût de merde. Des fois, je dis c'est la peste en plein. La peste. Vous pensez tout ce qui arrive là-haut, hein? Ah bah dites. Sur la colline, le site de stockage des déchets. 100 000 kilos de poubelles arrivent ici tous les jours, une quinzaine de camions. Les déchets sont vidés dans d'énormes trous étanches à ciel ouvert. En France, près de la moitié des ordures ménagères sont traitées ainsi. Alors bien sûr, ça ne sent pas la rose. Et cet après-midi, le président de la communauté de communes de Sarrebourg est venu constater. Alors, on a décidé d'utiliser ces riverains en colère. En tout cas, leur nez. Ils sont une trentaine à s'être portés volontaires pour devenir de véritables capteurs humains. Ce sont eux qui vont donner l'alerte par téléphone dès que ça sent mauvais. Type d'odeur, intensité, niveau de gêne, tout sera enregistré. On fait appel à des riverains essentiellement parce que la notion de gêne olfactive, il y a uniquement le nez humain qui peut l'avoir. Et aussi, il faut bien avoir notion qu'aujourd'hui, le capteur qui permet de définir une nuisance olfactive, on ne l'a pas. Pour affûter l'odorat, travaux pratiques sur le terrain. Il y a 2 odeurs à identifier. D'abord ce qu'on appelle le déchet frais ou l'odeur de poubelle. Et puis, il y a le biogaz. Il provient de la fermentation des déchets. Ce gaz à l'odeur d'œuf pourri est normalement capté et brûlé. Mais il y a souvent des fuites. Retour chez Gilbert et Suzanne. À chaque coup de vent nauséabond, Gilbert saute sur son téléphone. Pour une odeur de déchets frais, tapez 1. Pour une odeur de biogaz, tapez 2. Terminé. Tous les appels des riverains sont enregistrés ici, sur le site même de la décharge. L'ordinateur installé pour l'occasion fait la synthèse des données météo, des allées et venues des camions et bien sûr des appels des riverains. Ces appels permettent une réaction rapide de l'exploitant. Une fuite de biogaz par exemple sera très vite repérée et réparée.
Mais grâce aux riverains, on va surtout améliorer la gestion du site de stockage. Comme par exemple, changer les horaires de livraison de certaines ordures. Bref, pour gérer les mauvaises odeurs, rien ne vaut un nez bien entraîné. Les riverains renifleurs ont encore de beaux jours devant eux. La demande pour ce système double tous les ans. Alors, Colline Serrault, je vous ai vu réagir. J'ai l'impression que vous n'êtes pas prête à devenir nez de poubelle. Oui, je sais pas, c'est pas très drôle. Ça me fait pas rire. Qu'est-ce qui vous fait pas rire? C'est des pauvres gens, c'est des gens, des petites gens. Ils ont acheté une maison, ils l'ont faite. Ils ont bossé toute leur vie. On met des poubelles à côté d'eux, puis après on leur fait sentir et téléphoner. C'est quoi ça? C'est un mépris pour les gens, c'est un mépris profond pour les gens. C'est une honte, cette société-là, qui fait ça. Il faut arrêter tout de suite cette exploitation et la mettre loin très très loin des gens. Je sais pas, je veux dire, c'est leur droit, non, d'habiter là et de pas avoir d'odeur. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de goûter d'odeur, de machin, c'est n'importe quoi. Alors le coup de gueule est signé Franz Vaillant et dans sa ligne de mire, la publicité, et particulièrement ces petits fascicules qui envahissent les boîtes aux lettres. On regarde. Et ça, ce sont les déchets que Nathalie produit chaque année. Une ordure monstrueuse poursuivant la jolie employée du bureau ou collant au basque d'un jeune éco-citoyen, ça, c'est l'image sympa, pour nous sensibiliser au problème des déchets. Dans la vraie vie, celle qui nous cerne parfois les yeux et pas seulement de plaisir, voilà ce que l'on trouve dans les boîtes aux lettres françaises. Prospectus, journaux gratuits, lettres bidons. Au total, une pollution qui représente 35 kilos de papier chaque année par foyer. Et pour la collectivité, une charge financière d'au moins 19 millions d'euros. C'est à peu près le montant de l'aide belge pour Haïti. Bien entendu, il est possible d'apposer un autocollant pour interdire cette pollution colorée. Mais on retrouve alors ces maudits prospectus dans les halls d'immeubles ou au-dessus des boîtes aux lettres. On peut aussi imiter cet artiste, Guy Garnier, qui utilise ces déchets pour créer des tableaux collages. On peut enfin préférer l'engagement à la grogne quotidienne, celle qui nous saisit quand ça déborde. Alors, on rejoindra ces organisations qui luttent avec leurs moyens et sans violence pour un monde débarrassé de cette pollution vicieuse. Une pollution qui ne cesse de grignoter notre champ visuel quand ce n'est pas notre espace vital. Alors, Colline Serrault, ce coup de gueule, vous le comprenez? C'est possible d'arrêter ce genre de pollution? Bah oui, c'est ça aussi. On essaye à tout craindre de créer des besoins pour que les gens consomment, quoi. Ils n'ont pas besoin de tous ces emballages, ils n'ont pas besoin de toute cette pub pour acheter en vrac. C'est bon le riz en vrac. On va passer à la rubrique éco-gestes de l'émission. Cette fois, nos confrères de Télé-Québec vont nous expliquer comment entretenir nos meubles sans polluer. On regarde. À la maison, les meubles sont en quelque sorte les personnages muets de notre décor. Pour les protéger contre les traces de vie laissées par nos activités, une grande variété de finis viennent à la rescousse. Mais attention à ceux qui nous empoisonnent la vie. Les vernis les plus nocifs à base de pétrole émettent des quantités importantes de composés organiques volatiles, les fameux COV, plutôt irritants pour nos voies respiratoires. Les vernis à base d'eau, les huiles naturelles et la cire d'abeille sont beaucoup moins durs pour notre santé. Le vernis à base d'eau, qui émet nettement moins de COV que le vernis à base de pétrole, va sceller le bois sous une pellicule de plastique. Pour les surfaces plus sollicitées, on en mettra 2 couches. De leur côté, les finis à base d'huile naturelle, comme l'huile de lin, ont l'avantage de pénétrer le bois et de le nourrir tout en le rendant imperméable. La cire d'abeille a aussi ses atouts. Elle remplit les imperfections du bois et procure un fini satiné si on la polit bien. Enfin, comme tous ces finis ont leur petit caractère, mieux vaut lire leur fiche technique pour connaître leur surface de prédilection, le nombre de couches à appliquer et la longévité de la protection qu'ils fourniront à nos bons amis. Alors, Colline Serrault, ces petits gestes-là, ça peut paraître anecdotique, mais c'est du bon sens, en fait. Et ça rejoint le propos de votre film. Oui, ce qu'il y a, c'est qu'en plus, les vernis comme ça, sur le moment encore, ça va, ils sont stables, ils sont neufs, ils sont stables, mais c'est qu'ils petit à petit, ils se dégradent en 10-20 ans et ils vous ont déjà complètement pollué les poumons. Ça, alors que, bon, quelle est la différence entre une bonne cire d'abeille et ça? Pas grand-chose. C'est plus beau, ça sent bon, en plus, la cire. C'est quoi vos éco-gestes à vous? Ah, ça, je parle pas de moi personnellement, jamais. Et je ne me pose pas en exemple, surtout. Il n'est pas question de se poser en exemple, mais j'aimerais bien savoir quel genre d'éco-citoyenne vous êtes. Tout à fait moyenne, comme tout le monde. Je
Mais j'aime pas parler parce que je veux dire, il y a des gens qui peuvent, il y a des gens qui peuvent pas. Bon, j'essaye. Oui, je suis pas dans une AMAP, mais dans des paniers. Je roule en Vélib quand je peux, mais des fois je peux pas. Et puis je roule en métro aussi, beaucoup. En plus, j'aime pas parce que tout le monde a ses propres problèmes. Je veux dire, c'est collectivement que les problèmes se résolvent. De dire, il faut faire ci, trier vos poubelles, mais bien sûr, on trie tout. Vous êtes contre cette espèce d'éco-terrorisme? Oui. On peut pas non, mais c'est bien de dire. Là, c'est très soft, comme ils le disent. C'est chouette ces reportages là, parce qu'ils disent bon, ben voilà, c'est chouette la cire d'abeille. Mais les stigmatiser, leur dire attendez, mais les gens, ils ont des gros problèmes de fric, hein, tous. Ils peuvent pas tous manger bio parce que pour l'instant, le bio, il n'est pas subventionné. C'est l'autre agriculture qui est plus chère que tout qui est subventionnée. Donc les gens qui n'ont pas un pouvoir d'achat énorme, ils peuvent pas acheter bio. Donc on peut pas les stigmatiser parce qu'ils n'achètent pas bio quand nous on a assez de fric pour l'acheter bio. Vous comprenez? C'est ça que je veux dire. Donc il y a un déséquilibre social et aussi donc il faut que toute la bonne nourriture, c'est ce que Vandana Shiva dans mon film appelle la réinvention de la démocratie, que la bonne nourriture soit un droit de l'homme et ça soit un droit égal pour tous les mômes, pour toutes les personnes âgées, pour tous les malades et puis pour tout le monde. C'est un droit, ça. Voilà, comme le droit à l'eau pure, à l'air pur, puis voilà, ça s'achète pas, ça. C'est notre droit. Alors, vous croyez, vous, aux énergies renouvelables? Moi, je crois pas. Moi, je suis pas une genre de croyante. Je crois en rien. Je crois pas en Dieu. Je crois pas. Non, je crois que s'il y a des choses mieux que d'autres, il faut les essayer, il faut voir et il faut voir ce qui marche. Alors justement, les énergies renouvelables, ce sont les vedettes de notre feuilleton et plus particulièrement l'énergie solaire. Nous sommes dans les coulisses de l'aventure Solar Impulse. Vous allez voir que les initiateurs de ce projet fou ne laissent rien au hasard pour préparer leur vol autour du monde avec le soleil pour seul carburant. Les ailes du soleil, épisode 3, c'est parti. Notre but, c'est de développer un symbole, c'est de montrer ce qu'on est capable de faire aujourd'hui avec les technologies actuelles en termes d'une part d'économie d'énergie et d'autre part de montrer la potentialité des énergies renouvelables. Un projet ambitieux, mais très coûteux. Il y a 2 ski lifts qui sont raides. Il est 7 h du matin. Si tu fais des extérieurs, Bertrand Piccard et André Borchberg sont déjà sur le tarmac de Lausanne. C'est neige de haute montagne un peu. En forme. Ou d'un peu de souple, ça souple, pas carton. C'est bien marré quand même. Ce matin, direction leur base de Dubendorf, en hélicoptère. C'est sûr qu'il fait pas chaud là. On va garder la VSP à l'intérieur, même avec le chauffage, parce qu'aujourd'hui, on va monter. Voilà, on est bon là. L'hélicoptère, pratique pour gagner du temps. Mais pas forcément très écologique, ni dans l'esprit développement durable du projet Solar Impulse. Pourtant, ces trajets seraient essentiels pour eux, les futurs pilotes de l'avion solaire. C'est une bonne préparation aussi pour le vol, parce que justement c'est une excellent entraînement de coordination entre les pieds et les mains, le manche à balai, le palonnier, ce qui sera également le cas pour Solar Impulse. Et l'entraînement, les 2 hommes en ont besoin. Le tour du monde est prévu dans seulement 2 ans. Alors, dès qu'ils le peuvent, ils viennent ici, à Dubendorf, dans ce simulateur de vol. Voilà, donc ici, je mentionnais, les dimensions sont pratiquement les mêmes que l'avion, mais c'est clair que c'est un simulateur de développement. Donc il y a plein de choses qui sont réalisées un peu de manière différente, mais l'ergonomie à la fin est assez semblable. Et c'est parti pour 30 minutes de simulation dans les conditions du réel, avec des commandes manuelles. Tu arrives à le trimer correctement? Trimer, c'est-à-dire équilibrer l'avion. Et pour ça, il faut beaucoup de doigté. C'est une partie délicate? Non, non, c'est juste une partie précise. Là, tout va bien? Voilà, c'est au pilote qu'il faut demander. À voir comme ça se passe bien. Mesurer les risques, sans garantie. Il sera certainement quand même différent du simulateur. Donc on ne peut pas tout préparer, tout prévoir ici. Mais une bonne partie, et c'est ce qu'on essaie de faire. Des inconnus, il y en aura jusqu'au bout.
La préparation est donc fondamentale et parfois surprenante. Les rives du lac Léman. C'est là que vit André Borschberg. Depuis des années, il pratique le yoga avec sa femme. Mais avec l'aventure Solar Impulse, c'est devenu beaucoup plus sérieux. Un maître yogi est là, venu tout spécialement d'Inde pour l'entraîner, en prévision, encore une fois, du tour du monde. C'est vrai qu'il faut trouver des types d'exercices et des manières de faire pour permettre de non seulement survivre, mais de maintenir son attention pendant cette durée assez longue. Donc on va certainement dormir un peu, mais on ne peut pas dormir 8 heures par jour ou 8 heures par nuit. Donc ça va se faire par petites étapes et on va certainement se fatiguer. Donc il faut des techniques qui permettent de se maintenir dans la meilleure condition possible. Vous avez hâte que l'avion vole, vous? Non. Bien sûr que si, mais c'est quand même, il y a une certaine inquiétude de sécurité, mais je leur fais confiance à Bertrand et à André. La confiance, bien sûr, mais tout dépendra surtout du soleil et de la maîtrise de son énergie. Voilà qui mérite bien une vraie salutation à l'astre solaire. Voilà, Les Ailes du Soleil, un feuilleton signé Marian Naguzewski, suite et fin la semaine prochaine. Impressionné, Colline Serrault? Oui, c'est bien, si ça marche, c'est bien, c'est des pionniers pour l'instant. Des pionniers pour l'instant. Et je crois qu'il a volé, Laura. Il a déjà volé, effectivement. Il a déjà volé pendant 1h30. Vous pensez que dans la logique développement durable, justement, dans ce retour en avant dont vous parlez, il est encore possible d'inventer, de faire progresser la technologie? Ah oui, bien sûr. Il faudra, on sera obligé. Et ça se fera. Il y aura. Et la technologie, c'est pas du tout incompatible avec un développement durable, au contraire. Vous avez dit, je vous ai lu, que vous n'imaginez pas de créer sans humour. Alors je vous propose la rubrique coup d'œil de Coup de pouce pour la planète. Cette fois, on s'effeuille. Attention, chlorophylle coquine. Voilà un petit peu d'humour signé Greenpeace. Vous avez ri de bon cœur, Colline Serrault. Ah oui, oui, bien sûr. Vous avez seulement regretté que ce ne soit pas des mouvements, des vrais mouvements. Oui, parce que les vrais mouvements, ils sont très beaux aussi. Là, c'est très, très fabriqué, mais c'est bien, c'est drôle. Alors, on arrive à la fin de cette émission. Et comme chaque semaine, je vais vous faire un cadeau. 40 secondes. Vous avez 40 secondes pour nous dire quel est votre coup de pouce pour la planète. Attention, top chrono, c'est parti. J'ai fait ce film, voilà. Solution locale pour un désordre global, qui est un film pour que les gens qui sont un peu d'avant-garde et qui ont des pratiques alternatives ne se sentent pas seuls, qu'ils sachent qu'il y a des milliers et des milliers de gens qui font comme eux et que voilà, qui se sentent ensemble et qui sachent que ça avance et que ça avance bien. Voilà. Vous nous rendez 15 secondes. Merci beaucoup, Colline Serrault. Donc, solution locale pour un désordre global, c'est le titre de votre film. Ah oui, il est paru chez Actes Sud. C'est aussi un livre qui est paru donc chez Actes Sud. Regardez, la première page, elle est très belle. Oui, effectivement. Oui. Ça, là. Ça. Ah, voilà, la toute première page du livre de Colline Serrault. Ça aussi, c'est... Voilà.
Plein de chlorophylle. Oui, c'est vert, c'est la C'est planète. des fans de carottes en fait. Merci beaucoup, Colline Merci. Serrault, d'avoir participé à cette émission. C'est la fin de Coup de pouce pour la planète. Vos coups de gueule pour la planète, vos coups de cœur, vos éco-gestes, tout ça, ça nous intéresse. Vous nous en dites plus sur notre site, l'adresse www.tv5monde.com/C2P. Et puis vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre communauté Facebook. Je vous dis à la semaine prochaine. L'invité sera Tristan Lecomte, le fondateur d'Alter Eco, importateur, distributeur de produits bio et équilibrés. Merci beaucoup à toutes et à tous et je vous souhaite une excellente suite de programmes sur la chaîne francophone.